Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. À mes côtés, Cyril et FX. Bonjour les gars. Bonjour à tous. Yo, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Pour rappel, après de nombreuses péripéties en comté, dans une forêt maléfique, des monts hantés et une halte au village de Brie, nos 4 hobbits se lançaient dans le dernier tronçon qui les séparait de Foncombe. Accompagnés du rôdeur Grandpas, dont le véritable nom est Aragorn, ils progressaient durant de longues journées entre marais, bois, plaines et sinueux détours pour brouiller les pistes de leurs poursuivants. C'est au Mont Venteux qu'ils sont rattrapés un soir et attaqués par plusieurs spectres noirs, des Nazgûl. Bien que repoussés par Aragorn, ils arrivent cependant à blesser grièvement Frodon à l'épaule, pour qui les jours sont désormais comptés. Dans leur épuisante fuite, ils sont trouvés par un groupe d'elfes venus tout droit de Foncombe et menés par Glorfindel. Ils les aideront pendant plusieurs jours jusqu'à atteindre le domaine d'Elrond, où ils pourront tous trouver refuge et espérer sauver Frodon du mal qui se répand en lui. C'est là que les Nazgûl les pourchassent à nouveau, tout proche de mettre la main sur l'anneau et son porteur. Mais arrivés au gué de Brunnen, ils seront heureusement emportés par la magie du fleuve qui les balayera d'une cavalerie aquatique. Sur le point de succomber à sa blessure, c'est là que nous avions laissé Frodon, inconscient, sur la rive. Aujourd'hui, nous le retrouverons soigné, entouré de ses amis, d'un magicien qu'il nous tardait de revoir, d'invités venus de contrées lointaines et surtout, d'un parent que l'on ne pensait pas croiser ici. Alors soyez rassurés, vous êtes bien en sécurité ici, dans la demeure d'Elrond de Foncombe, à Imladris. Ces terres sont bien gardées et le temps ne s'écoule pas ici. Il est. Détendez-vous et savourez votre séjour, car cela pourrait bien être le dernier moment de quiétude avant un long et périlleux périple. Chapitre 1, livre 2, nombreuses rencontres. Frodon se réveilla et mit quelques instants à retrouver ses esprits. Avait-il été malade, fait un mauvais rêve ? Il resta un instant allongé à écouter les chutes d'eau à l'extérieur et à observer le plafond qui lui paraissait bien étrange, traversé d'une poutre richement sculptée. « Où suis-je ? Et quelle heure est-il » dit-il tout haut vers le plafond. « Dans la maison d'Elrond. »« Gandalf » s'écria Frodon. « Oui, dit-il, je suis là. Et vous êtes chanceux d'y être aussi, après toutes les bêtises que vous avez faites depuis que vous êtes parti de chez vous. » Frodon était trop bien pour débattre et se rallongea. Les souvenirs de son voyage commençaient à lui revenir. Pour rappel, ils sont partis de Cul-de-Sac le 23 septembre, et nous sommes maintenant le 24 octobre 3018 du Troisième Âge. Oh là là. Donc un mois de périple, quand Est-ce même. qu'il faut, et dont dans ces 1 mois, il y a 2 semaines où Frodon était blessé entre les monts brumeux et le mec est Mont passé Venteux, à côté de la mort, littéralement. Il est genre au bout de sa vie, et Gandalf, au moment de Vous son avez fait réveil, des lui dit- bêtises, jeune homme. lui dit t'aurais pu mieux faire, Frodon. On dirait encore mon père. Salut papa. C'est une blague. C'est une blague. Frodon regrette fortement d'avoir mis l'anneau à Amonsoul. Gandalf, lui, brisait le silence ambiant en tirant sur sa pipe et soufflant des ronds de fumée par la fenêtre. Frodon s'inquiéta alors des autres. « Ils sont tous sains et saufs, répondit Gandalf. Sam était encore ici il y a environ une demi-heure quand je l'ai envoyé se reposer. Que s'est-il passé au gué, dit Frodon. Tout semblait si sombre, si vague. Ça n'a rien d'étonnant. Vous commenciez à disparaître. La blessure triomphait de vous, finalement. Quelques heures encore et nous n'aurions pu rien faire pour vous sauver. Mais vous ne manquez pas d'endurance, mon cher Hobbit, comme vous l'avez montré à l'intérieur du tertre. Mais il s'en est fallu de peu. Ce moment fut peut-être le plus dangereux de tous. Si seulement vous aviez pu résister au Mont Venteux. On dirait que vous en savez déjà beaucoup, dit Frodon. Je n'ai rien dit aux autres à propos du tertre. Vous avez parlé longuement dans votre sommeil, et il ne m'a pas été difficile de lire dans votre esprit et vos souvenirs. Ne vous inquiétez pas. Si j'ai parlé de bêtises tout à l'heure, je ne le pensais pas. Je pense le plus grand bien de vous et des autres. Ce n'est pas un mince exploit que d'être parvenu jusqu'ici malgré de terribles dangers, tout en conservant l'anneau. Frodon loua alors les bienfaits d'Aragorn, sans qui il n'y serait pas arrivé, et demanda ensuite à Gandalf ce qui s'était passé de son côté. Mais Gandalf ne voulut rien dire pour le ménager, sur les ordres d'Elrond. Frodon insista, mais Gandalf l'informa qu'il apprendra tout lors d'un conseil qui sera tenu très prochainement. Pour l'instant, je me contenterai de dire que j'ai été fait prisonnier. Il y a bien des puissances dans le monde, pour le bien ou pour le mal, et il en est d'autres auxquelles je n'ai pas encore été mesuré. Mais mon heure approche, le sire de Morgul et ses cavaliers noirs sont sortis. La guerre se prépare. Alors vous connaissiez déjà ces cavaliers ? Oui, je vous ai déjà parlé d'eux. Car les cavaliers noirs sont les spectres de l'anneau, les 9 serviteurs du Seigneur des Anneaux. Mais si j'avais su qu'ils avaient refait surface, j'aurais immédiatement pris la fuite avec vous.
Je n'ai entendu parler d'eux qu'après vous avoir quitté en juin. Je me suis pris d'affection pour le rôdeur, dit Frodon, même s'il est étrange et sombre par moments. En fait, il me fait souvent penser à vous. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes comme lui chez les grandes gens. Je les pensais simplement grands, et plutôt bêtes, ou bêtes et méchants, comme Bill Fougeron. Mais dans le comté, on ne connaît pas beaucoup les hommes, sauf peut-être les Brionnais. Oh, vous ne les connaissez pas beaucoup, eux non plus, si vous pensez que le vieux Norbert est bête, dit Gandalf. Il est sage, à sa manière. Mais des hommes comme Aragorn, fils d'Arathorn, il n'y en a plus beaucoup en Terre du Milieu. La lignée des rois d'au-delà de la mer est quasiment éteinte. Il se peut que cette guerre de l'anneau soit leur dernière aventure. Quoi ? Vous voulez dire que le rôdeur est du peuple des anciens rois, dit Frodon, ébahi. Je croyais que ces gens avaient tous disparu il y a longtemps. Je pensais qu'il n'était qu'un rôdeur. Qu'un rôdeur ? Mais mon cher Frodon, c'est précisément ce que sont les rôdeurs. Ce sont ici, dans le Nord, les derniers représentants de ce grand peuple des hommes de l'Ouest. Ce n'est pas la première fois qu'ils me viennent en aide, et leur aide me sera nécessaire dans un proche avenir, car nous voilà parvenus à Foncombe, mais l'anneau n'y restera pas. Je suppose que non, dit Frodon. Mais ma seule pensée jusqu'à présent était de me rendre ici, et j'espère ne pas devoir aller plus loin. Ouais, mon garçon. Frodon, il a quand même pas pas trop très bête. suivi ce qu'Aragorn lui disait, parce Non, c'est qu'il clair. lui disait assez clairement qu'il Oui. était d'une lignée assez noble et prestigieuse. Mais j'avais posé la question lors d'un C'est ce que dernier je me demandais. épisode. Oui, il assume son héritage et le fait qu'il est d'une dain, etc. Mais est-ce qu'il lui a dit qu'il était l'héritier du trône de Gondor et d'Arnor ? Non, pas à ce Non, point-là, c'est pas vrai. à ce point-là. Mais est-ce qu'il lui a dit aussi qu'il lui a dit qu'il descendait des Isildur. Il s'est carrément présenté comme l'héritier des Isildur, il me semble. Mais Flashback. Mais par contre, est-ce que Frodon est au courant de qui est Isildur ? Non, moi, connaissant Frodon maintenant un peu plus, j'aurais cru qu'il aurait un peu rejoint les points et il aurait compris que c'était pas juste un simple rôdeur Non, comme mais il l'a ça, dit. je crois qu'il Ouais. a compris, mais peut-être pas précisément ceux qui descendent de la lignée des. Parce qu'ils ont quand même Les tous Numériens. même Sam, au final, a beaucoup écouté les histoires de Bilbon. Mhm. Ils ont quand même tous une culture de cette histoire Oui. assez grande. Hein, donc c'est vrai que ça peut être étonnant. Mais Frodon se concentra alors sur son épaule et son bras. Il arriva enfin à le refaire bouger. Voilà 4 jours et 4 nuits qu'elle ronde le soigne. Sam est resté à son chevet tout du long. Gandalf avait peu d'espoir pour la survie de Frodon au vu de sa blessure de Morgul. Mais la veille au soir, Elrond trouva enfin le dernier bout de lame qui s'était dangereusement rapproché de son cœur. Il semble que les hobbits ne disparaissent pas si facilement. J'ai connu de solides guerriers parmi les grandes gens qui auraient rapidement succombé à cet éclat, tandis qu'il est resté en vous pendant 17 jours. C'est quand même ouf, hein. Du coup, C'est dingue. Oui, ça encore plus, je pense, confirme cette idée qu'effectivement les êtres des Galgal étaient bien des hommes qui ont été ouais. Ouais. vaincus par la lame de Morgul. Qui sont devenus des ombres, enfin des spectres. Des spectres. Mais d'où aussi, je ne sais pas si je l'avais évoqué aussi, mais donc c'est certainement pour ça aussi que Frodon était fort tenté de reporter l'anneau quand il était bloqué dans les tertres. Mm. Parce qu'il Ouais. était avec des présences spectrales Ouais, de ouais, même De même ordre engeance que les- démoniaque. Que les Le cavaliers. quoi. Maccabi. Ils ont tenté de vous percer le cœur avec un poignard de Morgul, qui demeure dans la plaie. S'ils avaient réussi, vous seriez devenus comme eux, mais plus faibles et sous leur commandement. Vous seriez devenu un spectre sous la domination du Seigneur sombre. Voilà. Et il vous aurait tourmenté pour avoir essayé de garder son anneau. S'il est un tourment plus insupportable que de vous le faire dérober, puis ensuite le voir à son doigt. Grâce au ciel, je ne me rendais pas compte de l'horrible danger où j'étais. J'avais mortellement peur, bien sûr, mais si j'en avais su davantage, je n'aurais même pas osé bouger. Oui, la fortune ou le destin vous ont aidé, dit Gandalf, sans oublier le courage. Intéressant cette petite mention du destin par Gandalf. Ah, on y revient. Ouais. On n'avait plus parlé pendant 2-3 épisodes, mais Ouais, ça va revenir. pour mieux y revenir. Ça va revenir. Votre péril était d'autant plus grave que vous portiez l'anneau, car alors vous étiez vous-même à moitié dans le monde des spectres, ils auraient pu vous saisir. Vous pouviez les voir, eux, et ils pouvaient vous voir aussi. J'aime bien cette idée aussi qui parle du... Voilà, on a un peu du... Enfin, moi j'ai un peu du mal à me représenter c'est quoi ce monde spectral, et qu'en fait c'est un monde qui existe au même endroit, un peu comme le Psydome de... C'est un monde qui existe en même temps que le monde tangible, mais c'est vrai que... Et du coup, là, le fait de mettre l'anneau, c'est carrément une espèce de portail vers l'autre. Ouais. Bah, physiquement, C'est- tu es présent aussi, Ouais. et tu es, on peut te toucher, tu es concret, mais tu es invisible malgré tout. Effectivement, tu es dans une sorte d'univers parallèle. Bah ouais, un univers invisible en tout cas au Ouais. commun des mortels. Ouais, particulier, je trouve. Très intéressant, ceci dit. Ils parlèrent ensuite des chevaux et de leurs vêtements, qu'ils montent ou portent dans ce monde pour se donner une forme physique. Les chevaux voient le jour au Mordor et sont élevés au service du Seigneur sombre. Donc en fait, si tu retires leur capuche, il y a rien. En fait, Ouais, c'est c'est juste ça. Oui, ils juste sont, c'est une vraiment ils sorte sont ça, de- invisibles.
une sorte de capuche. Mais comme tu dis, Et donc, Julien, ça veut dire ils qu'en restent fait, tangibles. Sous leur capuche, ils sont nus Ils quand s'en on y foutent. pense. Mais pourtant, ils apparaissent à Frodon avec vêtus de leur tunique d'antan quand il est dans le monde spectacle. mets un slip. Bah c'est bon, il me voit pas. C'est Mais comme si ça- j'enlève ma capuche, il va plus me voir alors. c'est Attends, comme- j'ai une idée. C'est comme ça que Frodon devrait les imaginer s'il a peur d'eux. On dit toujours, imagine tes ennemis tout nus. Ouais, là, Oh, bon, peut-être pas. Rodrigue, c'est bon là. Nous, on te voit. Attends, et là je mets mon anneau, là je le retire. Là, Tous ces serviteurs et ces esclaves ne sont pas des spectres. Il y a des orques et des trolls, des wargs et des loups-garous. Il y a aussi des hommes, des guerriers et des rois, et il y en a encore de nos jours, qui marchent et respirent sous le soleil, et qui pourtant sont sous son emprise. Et leur nombre croît chaque jour. C'est dingue de se dire aussi que toute créature vivante est corruptible Ouais. par le Mhm. pouvoir de l'ennemi, même des chevaux. Donc je Ouais. me demande comment il fait pour les corrompre, si c'est avec des maléfices ou juste par Ouais, ça, c'est- l'élevage ou quoi. Mais on verra plus tard, je spoil un petit peu, mais il y a beaucoup de mentions des loups qui sont avec le mal. C'est drôle, il y a vraiment cette idée un peu quand même caricaturale dans l'œuvre, que tu vois, les créatures qu'on voit comme naturellement, par cliché, comme un peu méchantes, eh ben elles sont vues comme des créatures méchantes parce que plus tard, Gandalf va expliquer qu'il a été capturé par Saruman. Mhm. Et il dit qu'en fait, il remarque qu'en Isengard, l'Isengard est maintenant infesté de loups et d'orques. Mhm. Et en fait, il parle vraiment des loups comme, voilà, comme des créatures qui sont au service du mal, quoi. Et je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Qu'est-ce que tu disais? Je parlais des créatures, tu pensais peut-être aux olifants? Non, pas du tout. Non. Non, tu parlais des chevaux. Ouais. Ah oui, et les chevaux, en fait, j'ai appris ça. Mais on en parlera dans le chapitre précédent, donc l'épisode de la semaine prochaine, mais que le Rohan, en fait, donne des tribus de chevaux chaque année au Mordor. Ah comme bon. une sorte, Rappelons que Théoden est sous l'emprise de Saruman. mais je ne sais pas s'ils actuellement. ils le font Ah. dès qu'il est sous l'emprise de Saruman ou si c'est une manière de Ouais. demander au Mordor de ne pas les attaquer au départ. Ah oui, ok. Mhm. Donc voilà, ils se procurent des chevaux en fait du Rohan, donc pas n'importe lesquels quoi. Ouais, Donc ils ont des bons chevaux. Ouais. Les meilleurs. Ouais. Après ceux des elfes. Ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Si pas les meilleurs, parce qu'on parlera aussi du fait que, bientôt d'ailleurs, que ils possèdent même des chevaux qui sont nés au début des temps. Les Rohirrim. Ah oui. Bah, on fera allusion à Gripoil Ouais. plus tard. Hein. Ah, il a Je spoil. spoil encore une fois. Mais ils en parlent justement du fait qu'ils le possèdent et que. D'ailleurs, très drôle que, en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est le Rohan qui possède le roi des chevaux, qui est probablement un espèce Parce de. que c'est le peuple des cavaliers. C'est un Ouais, peuple ouais. qui a une affinité particulière avec eux. Mhm. Chaque peuple a son totem, on va dire. Oui, mais ce cheval qui a sa volonté propre pourrait très bien vagabonder à lui seul dans les. Frodon demande alors Foncombe est-il en sécurité? Pour le moment, jusqu'à ce que tout le reste soit conquis. Les elfes craignent le Seigneur sombre et fuient devant sa menace, mais jamais plus ils ne l'écouteront ou ne le serviront. C'est drôle là qu'il parle de le servir, même si c'était pas volontiers, enfin, c'était pas. C'était Pas volontairement. Pas volontairement, oui, je veux dire. Oui, ils ont été trompés ils ont par été Sauron, trompés, mais oui. ils l'ont Ouais. servi malgré tout. Ouais. Oui, je pense qu'ils s'y reprendront 2 fois la prochaine fois pour être sûr, mais. Bah, tous ceux que Sauron a déçus, au moins une fois, ne lui font plus confiance. Les nains aussi, Glóin va en parler plus Mhm. tard. Ah ouais. Ils ont eu le même coup avec lui, ils se sont fait duper et ils ne lui feront plus jamais confiance. Mais donc c'est peut-être qu'il a été fidèle aux hommes de l'Est, les Haradrim notamment, qui sont sous sa coupe. Peut-être que eux, il ne les a pas déçus, Ma foi. s'ils ouais. continuent de s'allier à lui. Et ici, à Foncombe, vivent encore quelques-uns de ses principaux adversaires. Les elfes de sagesse, les seigneurs des Eldar, venus d'au-delà les mers les plus reculées. Ils ne craignent pas le spectre de l'anneau, car ceux qui ont demeuré au royaume béni vivent dans les 2 mondes à la fois, et leur pouvoir est grand, tant sur le visible que sur l'invisible. J'ai cru voir une silhouette blanche qui brillait, sans s'assombrir comme les autres. Était-ce Glorfindel? Oui. Vous l'avez vu un moment tel qu'il se présente de l'autre côté. L'un des puissants parmi les premiers-nés. Alors ça, je me suis demandé, parce que j'ai fait un peu des recherches, il serait un des premiers-nés? Glorfindel? Oui, mais il n'est pas mis sur le wiki ou quoi que ce soit, il n'en fait pas mention, ils disent même qu'ils ne connaissent pas... Ils connaissent pas son origine. D'ailleurs, il est dit qu'ils ne connaissent pas son origine. Bah visiblement, là, Elrond Donc, dit il est- qu'il est un premier-né du coup. Oui, c'est... Gandalf. Gandalf, oui, Gandalf, excusez-moi. donc, Intéressant. Et aussi intéressant de dire qu'il a une forme du coup dans l'univers spectral. Ouais. Donc en fait, lui aussi a cette capacité de
de se présenter dans l'univers Ouais. spectral, donc d'être. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, bah, il est super puissant ce mec. En fait. Mais c'est pour ça que quand je disais dans un épisode précédent qu'il était pour beaucoup leur personnage préféré. Je sais qu'en fait, quand il n'a pas été mis dans les films, il y en a beaucoup qui ont jasé. Et j'entendais du coup dire, bah oui, pour beaucoup, c'est un personnage vraiment important et badass, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été cool de l'avoir dans les films, hein, quand même. Ouais, mais ça impliquait trop de choses. Oui, Ça on aurait dû introduire tellement d'histoires en plus, tu vois, pour comprendre Glorfindel. Oui, c'est ça aussi, c'est que pour comprendre toute l'ampleur de sa puissance et des âges qu'il a traversés, bah, il faut développer 26 autres choses. Ouais. Et c'est drôle là, parce que on n'avait que 12-13 heures de film, ce qui est déjà beaucoup. c'est quelque chose que tu pourrais faire Une aisément série, dans une peut-être. série. Ah, tiens, c'est con qu'il Ouais. l'ait pas fait, tiens. Ce serait bien qu'il y ait une série sous le Seigneur des Anneaux. Mais il faudrait que le ouais. producteur ait énormément d'argent, il faudrait que ce soit, je sais Oui, pas, oui, un oui. géant tel que HBO, eBay, ou- Amazon, Ouais, que ouais, sais-je. Ouais, ouais. ce qu'il pourrait faire, il pourrait introduire vraiment des personnages comme ça et des histoires vraiment super Ah, épiques. si c'est bien fait, ce serait une réussite absolue. Hein, Et des personnages qui en plus plus ont déjà une base écrite très importante. Ils auraient vraiment pas du tout besoin d'inventer de nouvelles histoires. Non, tout est là, il suffit d'aller reprendre les personnages incroyables qu'on a Faudrait déjà. leur quoi. donner l'idée. On leur enverra un mail. L'un des puissants parmi les premiers-nés. C'est un seigneur elfe issu d'une maison princière. Certes, il y a à Foncombe un pouvoir capable de résister à la puissance du Mordor, pour un temps, et d'autres pouvoirs résident ailleurs, et un pouvoir d'une autre sorte se trouve aussi dans le comté. Mais tous ces endroits deviendront bientôt des îles assiégées, au train où vont les choses. Le Seigneur sombre déploie toute sa force. Ils font la mention aussi d'un pouvoir qui protégera la comté. Vous vous souvenez de quelque chose là-dessus ? Non. Bah, il y a Gandalf qui protège la comté, ça je le sais, mais un peu Les rôdeurs rôdeurs aussi, hein, aussi, ouais, les d'une rôdeurs. certaine manière. Frodon demande ensuite des nouvelles de ses amis. Gandalf le regarda, parfaitement éveillé et reprenant des couleurs, mais il semblait changer. Un soupçon de transparence, surtout autour de sa main gauche. D'ailleurs, ça c'est intéressant de dire que voilà, il a une partie de lui qui est restée un peu dans ce monde spectral. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle il va partir vers Valinor, outre le fait qu'il a porté l'anneau, c'est aussi que sa blessure de Morgul ne sera jamais Ouais, ouais. complètement soignée. Guéri, Quoi. ouais. Oui, c'est une manière aussi de le remercier et de lui accorder une sorte de soin éternel, Bien sûr, oui. vu qu'il a été blessé par une arme Ou il aurait dû mourir en fait. maléfique. Oui, il Clairement, aurait dû mourir. 17 jours, 17 jours. Gandalf se risque alors à lui raconter une partie de l'histoire sans consulter Elrond. Il n'avait plus besoin de leurs chevaux pour s'orienter. Parvenus au seuil de leur monde, vous étiez devenus visibles à leurs yeux, et de plus, l'anneau les attirait. Vos amis se sont vite écartés de la route, sans quoi ils auraient été renversés. Ils savaient que rien ne pouvait vous sauver si le cheval blanc n'y parvenait pas. Les cavaliers étaient trop rapides pour être rejoints, et trop nombreux pour être défiés. À pied, même Glorfindel et Aragorn, ensemble, ne pouvaient résister aux 9 tous réunis contre eux. Quand les 9 sont passés, ils ont couru jusqu'à une petite dépression non loin du gué. Glorfindel a alors allumé un feu en prédiction des crues à venir, car il savait ce qui arriverait si les cavaliers tentaient de traverser le gué. Du moment où l'inondation s'est produite, il s'est précipité au dehors, suivi d'Aragorn et des autres, tous armés de brandons. Un brandon, c'est un morceau de bois, C'est une torche espèce de enflammée, déchet, quoi. ouais, c'est ça, qu'on va enflammer. Pris entre le feu et l'eau, et voyant un elfe révélé dans son courroux, les cavaliers furent consternés et leurs chevaux pris de folie. 3 ont été emportés par le premier assaut de la crue, les autres, entraînés dans les eaux par leurs chevaux, ont alors été submergés. Est-ce la fin des cavaliers noirs demanda Frodon. Non. Leurs chevaux ont sans doute péri, et sans eux ils sont dépourvus, mais les spectres de l'anneau eux-mêmes ne peuvent être si facilement anéantis. Toutefois, nous n'avons plus rien à craindre d'eux pour le moment. Le reste de la compagnie a alors traversé le gué et retrouvé Frodon étalé au sol, et ils le pensèrent mort. Les gens d'Elrond sont alors venus à leur rencontre, et ils ont monté Frodon jusque Rivendell. Qui a déchaîné les flots demanda Frodon. Elrond en a donné l'ordre, répondit Gandalf. La rivière qui coule en cette vallée est sous son commandement, et elle peut se soulever avec colère s'il a grand besoin de bloquer le gué. Dès que le capitaine des spectres de l'anneau s'est avancé dans l'eau, les eaux se sont gonflées. J'y ai ajouté, s'il m'est permis de le souligner, quelques touches personnelles. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais certaines vagues prenaient la forme de grands chevaux blancs surmontés de brillants cavaliers. Donc ça, ce serait du coup une petite... On a joué ce de serait Gandalf. le feu de Gandalf. Il y a Frodon qui est en train de se faire trucider par des Nazgûl, et Gandalf, tout ce qu'il trouve à faire, c'est à faire des petites formes dans l'eau. Moi, je vais mettre un skin sur ce sort. Tiens, je viens de le débloquer. Et bien des rochers grinçaient et roulaient. Pendant un temps, j'ai craint que nous n'ayons soulevé un trop grand courroux, que la crue n'échappe à notre maîtrise et vous emporte tous.
Une grande vigueur agite les eaux qui descendent des cimes enneigées de la montagne de brume. Le temps était maintenant au repos et aux réjouissances. « Ah, ce cher Bilbon, dit Frodon d'une voix ensommeillée. Je me demande où il est. Je voudrais bien qu'il soit ici pour entendre cela. » Ça l'aurait fait rire. La vache sauta par-dessus la lune et le pauvre vieux troll. Sur ce, il tomba dans un profond sommeil. Encore une mention de la magie de Gandalf, qu'on voit peu dans les films, mais qui revient ici où on se rend compte de sa puissance. Et c'est pas jeter des petits sorts avec une baguette, c'est encore au-delà de ça. Ouais. C'est la magie dans cet univers, elle est tellement plus... Elle a plein de formes. Ouais, c'est... Mais d'ailleurs, on parle aussi, on en a pas reparlé, Gandalf a lu dans les esprits et les souvenirs de Frodo. Il le dit au début du chapitre. Enfin, c'est intéressant aussi, ils ont plein de... Quand il dit qu'il l'a entendu parler pendant son sommeil, donc c'est plus pour dire qu'il a été trifouillé dans sa mémoire. Ouais. Bah, il dit qu'il a parlé, mais il dit aussi qu'il n'a pas eu de mal à voir dans son esprit, dans ses souvenirs, quoi. Donc, je peux peut-être en profiter pour faire un petit... Maintenant que nous sommes officiellement à Fontcombe, un petit passage sur cette petite ville. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur Fontcombe ? Alors Fontcombe, Rivendell en anglais, Imladris en sindarin, c'est donc une ville elfique et la maison d'Elrond. C'est situé sur le bord d'une gorge étroite de la Bruinen, bien cachée au pied des montagnes brumeuses. Elrond fonde la ville en 1697 du Deuxième Âge, quand il est censé aller aider en Erégion, mais arrive trop tard, et il est obligé de se replier avec les survivants. Ils font alors de la vallée une place forte, face à laquelle Sauron tiendra un siège, avant que celui-ci ne soit détruit lors de l'arrivée des Núménoriens. Gil-galad et Elendil y passeront lors de la dernière alliance. Après le désastre des champs aux Iris, où Isildur perdit la vie, son quatrième fils Valendil sera recueilli par Elrond à Fontcombe pendant 8 ans, avant qu'il ne prenne son trône. Il y aura un nouveau siège de 1356 à 1409 du Troisième Âge par les forces d'Angmar, lequel sera brisé par des renforts venus de Lothlórien. Après la chute du royaume d'Angmar en 1975, tous les héritiers d'Isildur vivront à Fontcombe. Ok. Voilà. C'est amusant de se dire que ça a été pris en siège autant de fois. Ouais. J'avais cette vision juste d'une place protégée presque par de la magie, mais qui était un havre de paix. Mm-hmm. Je ne l'aurais pas imaginé dans un contexte de guerre. Et en plus, attends, parce que déjà des illustrations et de ce qui en a été fait dans les films, encore une fois, ça a l'air tellement hors du monde et pas du tout connecté par des routes ou par des endroits, des postes qui permettraient d'assiéger justement. Je n'aurais pas imaginé dans ce contexte-là. Et en plus, 50 ans de siège quand même. 50 c'est... Pour un elfe, ce n'est qu'un battement de cils. Oui, ça, c'est toujours des périodes immenses. Et surtout, allez, le Lothlórien, c'est quand même pas loin du tout. Ils auraient pu... Il faut passer les monts brumeux en tout cas pour y arriver. Bilbon avait dit vrai au sujet de cet endroit lorsqu'il le décrivait jadis à Frodon. On s'y sentait tant en sécurité, et le seul fait de se trouver là était un remède à la fatigue, à la peur ou à la tristesse. Frodon se réveilla même à l'approche de la nuit tant il se sentait reposé. Et parce qu'il avait grand faim, en bon hobbit. Son bras lui semblait presque totalement guéri, et il n'eut aucune peine à s'habiller avec les vêtements propres qui étaient laissés dans sa chambre. Son anneau se trouvait sur une chemise, muni d'une nouvelle chaîne, plus légère, mais résistante. Il le rangea dans sa poche. C'est en se changeant devant un miroir qu'il constata qu'il avait maigri depuis son départ de cul-de-sac, et il se trouvait ressembler à son oncle dans sa jeunesse. Il vit même quelque chose qui avait changé dans son visage. On frappa à la porte. C'était Sam. Il s'empressa de prendre la main de son maître et s'exclama de joie en voyant qu'elle avait regagné toute sa chaleur. « Oh, c'est merveilleux de vous voir debout et semblable à vous-même, monsieur. Ce soir, vive la joie !» Sam le guida à travers les lieux de Fontcombe qu'il avait eu l'occasion d'arpenter depuis leur arrivée. Lui qui voulait voir des elfes, il en était servi. Ils descendirent de nombreuses marches, ils sortirent dans un jardin en terrasse au-dessus de la rive escarpée de la rivière, et Frodon trouva alors ses amis sous un porche du côté est de la maison. Le jour touchait lentement à sa fin, et l'atmosphère était chaude. Le son de l'eau vive et des cascades retentissait, et le soir était empli d'une légère senteur d'arbres et de fleurs, comme si l'été s'attardait encore dans les jardins d'Elrond. Merry et Pipin accueillèrent leur ami triomphalement. Pipin appelle à ce moment Frodon « Seigneur de l'Anneau », ce que Gandalf réprimande. C'est bien Sauron le Seigneur. Et d'ailleurs je me demandais, pourquoi est-ce que c'est le titre du livre ? Pourquoi est-ce que le titre du Seigneur des Anneaux, ça porte le nom de l'ennemi ?
Ouais. Bah, Pourquoi pas la Il y guerre a certainement la réponse quelque part, mais moi je n'y ai. Moi, je crois que pas je qu'il n'ai y ait une jamais vu réponse ça. parce que je Oui, crois oui, pas qu'il y ait une c'est- réponse c'est- précise, c'est juste que Tu vois, c'est comme si Harry Potter, on disait disait, je sais pas, les chroniques de Voldemort, enfin, comment Voldemort était vaincu. Non, bah, je sais pas, Bah, parce que c'est une volonté en tout cas. c'est le particulière. personnage central de toute l'histoire de ces livres-là. Mais ce n'est pas lui qui qu'on tout suit. joue. Non, mais c'est vraiment. Je sais pas, moi, c'est le centre, j'ai l'impression, de cette histoire. Ouais, ouais. Ça pourrait s'appeler l'anneau aussi, mais Ou la non, guerre de la- c'est la le guerre de maître de l'anneau. l'anneau, alors Ouais. que c'est lui qui doit être défié et on ne suit pas son point de vue. Je me suis toujours posé la question. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est un beau titre accrocheur. Mais moi, par contre, j'ai une autre question Mhm. là qui m'est venue. Donc, tu dis qu'il se réveille et que son anneau est posé sur sa chemise Mhm. et qu'on a changé sa chaîne. Oui. Mais du coup, quelqu'un a dû Qui l'a fait manipuler l'anneau. Qui l'a fait, je ne sais pas. Ouais, bref, ouais. On Bah, peut mais imaginer non, qu'ils bah, l'ont quoi. fait léviter. Il y a parce que... Un pauvre elfe qui est en prison maintenant. Non, mais parce tu vas que, toucher parce que l'anneau, on va on t'écarter. on sait à quel point c'est extrêmement difficile de Mhm. se séparer de l'anneau une fois qu'on l'a eu en main. Ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a, il y a eu, il y a 2-3 elfes qui sont devenus complètement fous là qu'on a dû sacrifier pour ça? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question, tiens. Je me la suis posée aussi en. Oui, mais en bon, lisant ce j'imagine qu'avec passage. une. Si tu le prends avec une pince ou comme Ouais. Peut-être Gandalf peut-être qu'ils le l'ont fait ainsi, c'est vrai. Gandalf le prend dans le feu. Hein, On avec peut une partir du pince. principe que Gandalf ne l'aura pas touché, ça c'est Et- certain. Aragorn non plus. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que soit il l'ait fait avec des outils intermédiaires, des pinces, etc. Ou Mhm. alors que ce soit un Elrond peut-être qui lui aurait pu le prendre. Ouais, peut-être. Intéressant en tout cas. Parce que déjà, Elrond, il a quand même son anneau de protecteur. Enfin, Ouais. il a un anneau en tout cas elfique. Peut-être qu'il aurait pu s'y essayer. Ils avaient à peine le temps de se réjouir que des cloches sonnèrent pour les appeler dans la grande salle afin de participer à un savoureux banquet. Nombreuses personnalités étaient présentes. Elrond, qui présidait la table, il avait le visage sérieux, sévère, et semblait avoir traversé de nombreux âges. À ses côtés, Glorfindel et Gandalf, qui apparaissaient maintenant à Frodon différemment. Il ne le voyait plus comme le vieil homme malicieux qui amusait les enfants de la comté avec ses feux d'artifice, non. Il semblait ici, attablé auprès de ces prestigieux elfes, comme le sage et puissant magicien qu'il était vraiment. Au milieu de la table, une magnifique dame elfe, que peu de mortels avaient eu la chance de voir, Arwen Undomiel, l'étoile du soir et fille d'Elrond. Alors pour les anecdotes sur Arwen, elle a 2 frères, qui sont absents des adaptations, qui s'appellent Eladan et Elrohir, et qui chevauchent avec les rôdeurs. La mère d'Arwen est morte dans les antres des orques, au Mordor. Arwen a vécu en Lorien, pays de Dame Galadriel, avant de revenir à Foncombe plus récemment. Il y avait aussi à table, à côté de Frodon, un nain richement vêtu, à la longue barbe blanche et portant une chaîne d'argent et de diamants. Frodon ne le connaissait pas, mais il se présentera à lui et ils converseront pendant une bonne partie du repas. Il s'agit de Glóin, un des 13 nains qui avait repris Erebor avec l'aide de Bilbon 60 ans plus tôt. Et c'est également le père d'un certain Gimli. Mhm. Les autres hobbits étaient présents dans la salle, mais à une autre petite table préparée pour eux. Quant à Grandpa, La petite table des aucun enfants. signe de lui. Oui, c'est exactement comme ça, je le voyais. Vous pouvez être près de nous, mais allez. Et c'est amusant aussi, je trouve que dans ce chapitre, et les 2 précédents également, quand on est du point de vue de Frodon et des hobbits, et dans leurs paroles à eux, c'est toujours encore Grandpa. Mais les Ouais. autres personnages l'appellent Aragorn. Gandalf s'adresse, quand il s'adresse à Frodon, et il parle de Grandpa pour rester sur la même appellation, mais les elfes l'appellent toujours Aragorn, par son vrai nom. On sait que les hobbits n'aiment pas beaucoup de changements, même s'ils sont sur une aventure. Oui, certes. Bah, du coup, j'avais noté ça parce que je me demande si à un moment, ils vont finalement l'appeler Aragorn, et quand ce moment arrivera, lequel sera ce... Est-ce qu'il y aura un vrai changement à ce moment-là ou pas? S'entendant bien rapidement, Glóin et Frodon échangèrent longuement. Bien qu'ils préférèrent éviter de parler respectivement de la montagne solitaire et de l'anneau pour l'instant, Glóin partagea de nombreuses nouvelles du monde au hobbit encore convalescent. Il lui parla de Grimbeorn l'Ancien, le fils du change-peau Beorn que l'on voit dans le Hobbit, cet homme qui peut se transformer en ours, et qui était à présent le seigneur de nombreux hommes forts, et que dans leur pays, situé entre les montagnes et la forêt noire, ni orques ni loups n'osaient pénétrer. Ce serait grâce à eux, les Béornides comme ils sont appelés, que le passage du Val jusqu'à Foncombe est encore possible. Les Bardides du Val, gouvernés par les petits-fils de Bard l'Archer, celui qui avait vaincu Smaug, demeuraient encore. Quant à son peuple, Glóin ne fut pas avare d'informations, surtout avec un voisin de table aussi poli et intéressé que l'était Frodon. Il y a beaucoup à dire, du bon et du mauvais, mais surtout du bon. Nous avons jusqu'ici été fortunés, quoique nous n'échappions pas à l'assombrissement de ces temps. Dain est toujours roi sous la montagne, et il a passé sa 250e année, vénérable et fabuleusement riche. Sur les 10 compagnons qui ont survécu à la bataille des 5 armées,
7 sont encore avec lui. Moi-même, Dwalin, Dori, Nori, Bifur, Bofur et Bombur. Ce dernier est maintenant si gros qu'il ne peut plus se mouvoir de son lit à la table et qu'il faut 6 jeunes nains pour le soulever. Quant à Balin, Ori et Oin, on l'ignore. C'est en grande partie à cause de Balin que je suis venu demander l'avis des elfes. Mais assez, parlons de choses plus joyeuses. Il s'empressa de discuter du travail des métaux, de la baisse de qualité des armures et épées forgées depuis la venue du dragon. Ce n'est que dans l'exploitation minière et dans la construction que les nains auraient surpassé les temps anciens. Frodon renchérit en parlant avec une admiration perceptible de son oncle, qui d'après lui serait émerveillé de voir toutes les œuvres réalisées par ses anciens compagnons depuis la désolation de Smaug. Le festin finit par s'achever, et Elrond, suivi par Arwen et puis toute la tablée, se levèrent pour rejoindre une autre salle où il n'y avait guère de table, mais où un feu clair brûlait dans un âtre situé entre des colonnes sculptées. Il s'agissait de la salle de feu, dédiée aux poésies, chants, contes, mais aussi pour trouver de la quiétude et y réfléchir. À leur entrée, des ménestrels commencèrent de faire entendre une douce musique. La salle se remplit lentement, et Frodon contempla avec ravissement les belles personnes ainsi rassemblées en grand nombre, la lumière dorée du feu qui jouait sur leurs visages et chatoyait dans leurs cheveux. Soudain, il remarqua, non loin de l'autre bout du feu, une petite forme sombre assise sur un tabouret, le dos appuyé contre une colonne. À côté était posée à terre une tasse et du pain. Frodon se demanda si le personnage était malade, si jamais on pouvait être malade à Fontcombe, et qu'il n'avait pu se rendre au festin. Le sommeil semblait avoir fait tomber sa tête sur sa poitrine, et son manteau sombre était ramené sur son visage. Elrond s'avança et se tint debout à côté de la forme silencieuse. « Éveillez-vous, petit maître. Voici un ami qui vous a longtemps manqué. » L'étranger releva son capuchon. « Bilbon !» s'écria Frodon. « Ah !»« Bonjour, Frodon, mon garçon. Je suis resté ici assis, à ton chevet avec Sam chaque jour. Mais pour ce qui est du festin, je ne pratique plus beaucoup ce genre de choses à présent. J'avais autre chose à faire, je me tenais là à penser. Je le fais beaucoup et c'est ici le meilleur endroit. À vrai dire, vous êtes tous sortis de votre banquet trop tôt, et vous m'avez dérangé en pleine composition d'une chanson. » Sam vint prendre place auprès d'eux. Ils s'entretinrent à mi-voix, sans prêter attention à la gaieté et la musique qui remplissaient la salle alentour. Bilbon n'avait pas grand-chose à dire de lui-même. « Je suis arrivé ici sans grande aventure et j'ai poursuivi mon chemin avec les nains jusqu'au Val, mon dernier voyage. Je voulais retrouver les enchantements de la forêt noire, visiter Esgaroth, revoir la montagne solitaire. Mais l'âge, je crois, m'a finalement rattrapé. Alors je suis revenu ici et depuis, je m'occupe. J'ai continué à écrire mon livre. Je compose des chansons que les elfes chantent de temps en temps, juste pour me faire plaisir, je pense, car naturellement elles ne sont pas vraiment assez bonnes pour Fontcombe. C'est fou comme le temps ne semble pas s'écouler ici, tu ne trouves pas? Il existe, simplement. Cela me laisse la place pour penser, écouter. Et j'ai entendu parler de l'anneau. Mais Gandalf ne m'a pas dit grand-chose. Qui aurait imaginé que mon anneau causerait tant d'histoires? J'ai pensé plusieurs fois retourner le chercher à Hobbitbourg, tu sais, mais je me fais vieux et ils ne m'ont pas laissé faire. Gandalf et Elrond semblaient penser que l'ennemi me cherchait dans tous les coins. Gandalf a même ajouté que l'anneau t'appartenait et qu'il veillait sur toi. Alors j'ai laissé aller les choses. Oh, je suis si heureux de te revoir, mon cher petit hobbit. C'est quand même intéressant de noter que, visiblement, Bilbo n'a pas du tout conscience de ce qu'il a porté pendant des années, en fait. Ouais. Il ne le réalise que maintenant, plus ou moins. Et la facilité avec laquelle il est quand même détaché de cet anneau-là. Il en parle, il a voulu aller le rechercher, mais c'est quand même léger par rapport à Gollum qui... Je crois que le fait d'être à Fontcombe l'aide. Ouais. Je suppose que la magie des elfes doit... Et il y a apaiser ce renoncé de désir, son mais- plein gré aussi. Ça, c'est une C'est le information seul, que d'ailleurs. Gandalf Ouais. va mentionner plusieurs Ouais. fois dans l'histoire. C'est que le fait qu'il ait pu y renoncer de lui-même, Ouais. il n'est pas perdu. Contrairement à Gollum qui a dû y renoncer parce qu'il n'avait pas le choix. Mhm. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas renoncé vu qu'il continue de le chercher. Regardant soudain Frodon avec une intensité différente, Bilbon lui demanda à voix basse s'il avait l'anneau sur lui, ce à quoi Frodon répondit par l'affirmative, bien que sentant une grande réserve à le lui montrer. « Mon vieil anneau, puis-je le voir? J'aimerais tellement le tenir une dernière fois. » Frodon le sortit de sa poche avec lenteur. Bilbon tendit la main, mais Frodon ramena brusquement l'anneau dans sa veste. Une ombre semblait soudain être tombée sur eux, et à travers celle-ci, Frodon eut une horrible vision.
Son oncle devant lui n'était plus qu'une petite créature ridée, au visage avide et déformé, les yeux débordant de leurs orbites, et il tendait des mains osseuses et tâtonnantes pour s'emparer de son précieux. Il eut envie de frapper son oncle. La musique s'était arrêtée, et il n'y avait plus aucun bruit. Bilbon regarda vivement le visage de Frodon, et se passa la main sur les yeux. « Je suis désolé de t'avoir imposé tout ça, mon garçon. Désolé que tu doives supporter ce fardeau. Je suis désolé pour tout. Quelqu'un d'autre doit poursuivre à ma place. Les grandes histoires n'ont pas de fin. Chacun de nous doit aller et venir dans le récit. Il n'y a peut-être plus de voyage pour moi. Enfin, qui sait? Mais ne nous en tourmentons pas pour l'instant. Donne-moi de vraies nouvelles. Raconte-moi tout sur la comté. Frodon cacha vite l'anneau et l'ombre passa, laissant à peine une parcelle de souvenirs. La lumière et les musiques de Foncombe l'environnèrent de nouveau. Bilbon souriait et riait, tout heureux. Il écoutait attentivement les récits de Frodon à propos de la comté et des événements qui s'étaient passés depuis son départ. Ils étaient tellement plongés dans leur conversation qu'ils n'entendirent pas qu'un homme habillé de drap vert foncé rentra dans la pièce. Celui-ci resta plusieurs minutes à les contempler, d'en dessus, un sourire sur le visage. Finalement, Bilbon le remarqua. « Ah, vous voilà enfin, Dunadan !» s'écria-t-il. « Pourquoi l'appelez-vous Dunadan ?» demanda alors Frodon. « Nous l'appelons Grand-Pas. »« Le Dunadan !» dit Bilbon. « On l'appelle souvent ainsi ici, mais je pensais que tu connaissais assez l'elfique pour comprendre Dune-Adan, homme de l'Ouest ou Numénoré. Hein. Bon, ce n'est pas le moment des leçons. Où avez-vous été, mon ami ?» ajouta-t-il à l'adresse d'Aragorn. « Pourquoi n'étiez-vous pas au festin ? La dame Arwen était présente. » Ce tonton gênant qui dit « Et alors, comment ça se passe ?» Aragorn explique alors que Eladan et Elrohir étaient revenus des terres sauvages inopinément et qu'ils devaient aller aux nouvelles. Donc tu l'as dit, hein, donc Eladan et Elrohir, c'est donc les frères d'Arwen. « Eh bien, mon cher, dit alors Bilbon, maintenant que vous avez entendu ces nouvelles, ne pouvez-vous pas me consacrer un moment ? J'ai besoin de votre aide pour une affaire urgente. Elrond dit qu'il faut terminer ma chanson avant la fin de la soirée et je suis en panne. Allons dans un coin pour la fignoler. » Grand-Pas l'accompagna alors, souriant. Ils laissèrent Frodon en tête-à-tête avec lui-même pour un moment, car Sam s'était endormi. Il se sentait terriblement seul, bien qu'il était entouré de gens de Foncombe, mais ceux-ci étaient silencieux, car ils écoutaient attentivement les musiques et les voix environnantes. Au début, la beauté des mélodies et les mots entrelacés en langue elfique étaient incompréhensibles, mais Frodon fut aussitôt sous le charme de la musique. Les mots semblaient prendre forme, et il eut des visions de terres lointaines et de choses brillantes qu'il n'avait encore jamais vues ou imaginées devant lui. Bientôt, il eut la sensation qu'une rivière dorée le trempait et le noyait. Il sombra rapidement sous son poids, brillant, dans un profond royaume de sommeil. Il vagabonda longuement dans un rêve de musique qui se muait en eau courante, puis soudain, il entendit une voix qui lui parut être celle de Bilbon. La chanson qu'il entendait contait l'histoire d'Erendil, un semi-elfe qui demeurait en Arvenienne. Et les paroles expliquaient comment il avait construit un bateau à la proue en forme de cygne et les voiles en bel argent. Il s'était armé et était parti à la recherche d'Aman, les terres immortelles des elfes, pour quémander leur aide contre Morgoth, le seigneur noir qui ravageait les terres du milieu. La chanson décrivait comment il avait été incapable de trouver les terres sacrées, malgré avoir parcouru toutes les eaux de la terre. Mais bientôt, Elwing, sa femme, transformée en oiseau, lui vint apporter le joyau le plus éclatant de l'univers, un Silmaril qu'elle fixa sur sa couronne. Il repartit alors à la recherche d'Aman sur son bateau et trouva finalement ce qu'il cherchait. Il pénétra alors sur les terres elfiques et fut mené à Valinor. Il fut accueilli et revêtu de blanc elfique. On l'amena au château éternel à Ilmarine, sur la montagne escarpée où règne le roi éternel. Et des visions d'au-delà du monde lui furent montrées. On lui construisit alors un nouveau bateau en mithril et en verre elfique, avec le Silmaril comme lanterne fixée par Elbereth elle-même. Attends, donc il avait Stylé, un hein. bateau
en mithril. Ouais, classe. Hein. C'est énorme. Ouais. Donc c'est un bateau qui est indestructible, quoi. Ouais, Oui, ouais, mais je vais revenir un peu plus en détail sur son histoire après, parce que là, Waouh. c'est vraiment ce que décrit le poème, mais je vais revenir un peu plus en détail, en profondeur sur son histoire, parce qu'elle est quand même Mais passionnante. juste une question, est-ce qu'il y a une information sur la manière d'accéder à Valinor? Parce que, Non. tu vois, n'importe qui ne peut pas y accéder, mais du coup, si, admettons, tu voulais aller à Valinor comme ça, est-ce que tu ne le trouverais jamais parce que Non, voilà. cela ne t'apparaîtrait C'est- pas? Ou est-ce que juste il y aurait des cataclysmes qui t'empêcheraient d'y Mais, arriver c'est pas précisé, mais lui, donc, bon, c'est en 2 temps, mais je vais revenir après. Hein, mais donc, dans un premier temps, il va chercher Valinor, il va chercher les terres d'Aman, mais il va jamais les trouver. Et ensuite, il les trouvera parce que, alors, il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles il le trouve. C'est pas clair. Bon, il a le Silmaril avec lui, donc peut-être, bon, c'est la lumière des elfes, donc fatalement, peut-être que ça l'aide. Et puis aussi, il avait des intentions assez pures à ce moment-là, qui étaient de quémander l'aide des elfes contre la guerre contre Morgoth, en fait. Mais je vais y revenir, de toute façon. Mais non, on ne sait pas tellement pourquoi il a réussi à trouver un moment ou un autre. Voilà, on a des indices, mais c'est pas très clair. En tout cas, c'est pas clairement dit. Donc, Elbereth fixa le Silmaril comme lanterne à son casque, à sa couronne, et elle lui donna alors un destin d'immortel pour naviguer sous les cieux sans rivage et venir derrière le soleil et la lumière de la lune. Il s'éleva alors dans son bateau vers les cieux, il désira alors retourner sur ses terres passées, mais il navigua dans les cieux au-dessus des terres du milieu, et entendit les pleurs pleins de douleur des femmes et des vierges elfiques. Son destin était maintenant de passer, d'étoile en orbite, sans jamais demeurer sur nos rivages où vivent les mortels, à jamais héros d'une mission sans repos, portant au loin sa brillante lumière. Le chant cessa, Frodon ouvrit les yeux et vit que Bilbon était assis sur son tabouret au milieu d'un cercle d'auditeurs qui applaudissaient en souriant. Donc c'est Bilbon qui avait conté cette chanson. Les elfes en redemandèrent, mais Bilbon refusa. Il leur avait demandé d'écouter attentivement et de pouvoir déterminer quel vers avait été écrit par lui ou par Aragorn. Mais ils ne furent pas capables de répondre, prétextant qu'il leur était difficile de faire la différence entre le style de 2 mortels, même de races différentes. Ouais, ils sont un peu pédants, hein. Ah, la classe. Mais Bilbon s'offusqua alors et mit un terme au tour de chant. Il se leva et vint près de Frodon, lui demandant comment il avait trouvé cela. Frodon lui avoua qu'il était à moitié endormi durant la chanson, mais qu'elle avait semblé se rattacher à quelque chose dont il rêvait. Il n'avait compris que c'était Bilbon qui chantait qu'à la fin du poème. Bilbon ne fut pas vexé. Il expliqua qu'il était difficile de rester éveillé ici pour un hobbit, car malgré qu'il avait le goût de la musique et de la poésie, les elfes, eux, en raffolaient autant que de manger, et leurs récitations et chansons pouvaient s'éterniser pendant des heures. Il proposa alors à Frodon de s'éclipser pour bavarder un peu. Ils se levèrent, se retirèrent en silence dans l'ombre, et se dirigèrent vers les portes. Ils laissèrent Sam derrière, profondément endormi. Malgré son bonheur d'être en compagnie de Bilbon, Frodon ressentit un pincement de regret en sortant de la salle du feu. Il s'arrêta un instant pour regarder en arrière. Elrond était dans son fauteuil, et le feu éclairait son visage comme la lumière de l'été dans les arbres. À son côté était assise la dame Arwen. À sa surprise, Frodon vit qu'Aragorn se tenait à côté d'elle. Il semblait vêtu de mailles elfiques, et une étoile brillait sur sa poitrine. Soudain, il apparut à Frodon qu'Arwen se tournait vers lui, et la lumière des yeux de la jeune fille tomba de loin sur lui et lui perça le cœur. Il resta immobile sous le charme, tandis que 12 syllabes d'une chanson elfique venaient comme des clairs joyaux de mots et de mélodies mêlées. « C'est un chant à Elbereth, expliqua Bilbon. Ils le chanteront maintes fois ce soir, ainsi que d'autres chants du royaume béni. Viens donc. » Il mena Frodon dans sa petite chambre, et ils parlèrent longuement, non pas des périls et des dangers qu'ils avaient vécus, mais de belles choses qu'ils avaient vues ensemble dans le monde. Les elfes, les étoiles, les arbres, le doux déclin de la brillante année dans les bois. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Il s'agissait de Sam, qui demanda à Frodon s'il avait besoin de quelque chose. Bilbon comprit que c'était là une technique pour demander à Frodon d'aller dormir. Sam acquiesça désolé, mais après tout, il y avait un conseil tôt demain et Frodon devait se reposer. « Tu as tout à fait raison, Sam, dit Bilbon. » Il dit alors bonne nuit à Frodon et à Sam, et expliqua qu'il allait se balader dans les jardins pour regarder les étoiles d'Elbereth. Donc, je vais juste revenir sur Elbereth qu'on évoque souvent dans ce chapitre et qu'on a déjà évoqué d'ailleurs. Elbereth, en fait, c'est simplement un nom qu'on donne, c'est le nom elfique qu'on donne à la Valar Varda,
qui est une donc des Valar, d'une des grandes déesses, et qui est celle qui a donné la lumière aux étoiles, en fait, qui a créé, entre guillemets, les étoiles, donc qui est considérée comme la Valar qui a fait le plus gros œuvre. Et c'est donc une Valar qui est extrêmement priée par les elfes, et il est dit que sa prière a un pouvoir énorme que sa prière peut même suffire à éloigner les ténèbres, et c'est ce que fait d'ailleurs Frodon quand il est attaqué par les Nazgûl. Il fait une invocation à Elbereth pour essayer d'éloigner les ténèbres. Donc voilà, une déesse très puissante. Il le fait relativement consciemment, alors il n'est pas poussé par un pouvoir extérieur. C'est parce que c'est un nom qui lui est familier via je crois Bilbon. que, visiblement, vu qu'ils en parlent assez communément ici dans cette scène que je viens d'évoquer, je pense qu'il est conscient de qui est Elbereth. Ah bah là justement aussi, en regardant, parce qu'en off on s'est un peu corrigé sur Elbereth, et je vois une information, je trouve assez amusante, très anecdotique, dans les films de Jackson, dans la communauté de l'anneau, quand Sam et Frodon quittent la comté, ils voient au loin des elfes dans une forêt, et les elfes chantent une chanson très mélancolique. Et bien en fait la chanson qu'ils chantent, c'est en fait le poème à Elbereth Giltoniel qui est Oui, mais chanté parce à ce que moment-là. c'est aussi ce qu'entend là maintenant Frodon en quittant la pièce, et c'est ce que lui dit Bilbon, c'est que c'est un poème qu'il chante tout le temps. C'est vraiment parce qu'Elbereth est extrêmement priée par les elfes. C'est vraiment leur Valar de premier choix, si on veut, quoi. C'est un peu leur Vierge Marie à eux, quoi. Et il y aurait également une autre reprise de ce poème dans Le Retour du Roi, cette fois-ci dans le 3e film, donc on est dans les versions longues, hein, là, dans ces scènes-là, quand Aragorn prend le Palantir à Minas Tirith et qu'il veut confronter Sauron. Eh bien, des paroles que Sauron dirait, ce serait il reprendrait des paroles du poème, mais pour se moquer et narguer Aragorn. Bon, après, là, franchement, pour l'entendre et le savoir, si c'est pas dans les appendices des films, il faut être super fin et savoir parler l'elfique nous, en langue maternelle. La prochaine fois qu'on le regardera, on sera là. Ah, attention, poème à Elbereth. Et tu savais qu'à ce moment-là, en fait... Oui, on est bien au-delà du gros orteil d'Aragorn, nous. Cassé sur le casque. On sait que le poème était un poème d'Elbereth. Impress your friends with those facts. Et du coup, je vais revenir maintenant sur Elendil, parce que ça vaut la peine de parler d'Elendil. C'est vraiment... en fait, je connaissais un peu le personnage, mais là, en m'y plongeant un peu plus pour cet épisode, j'ai appris des trucs assez incroyables, et je pense... je me tente un peu à dire ça, mais je pense que ça va devenir un de mes personnages préférés de cet univers, parce que c'est vraiment incroyable son histoire. Et en fait, je vais déjà vous dire un truc qui va vous mettre un peu sur le cul, je suis sûr que vous ne le saviez pas, mais c'est que Elendil, c'est le tout premier personnage que va imaginer Tolkien bien avant le Hobbit. Et c'est le tout premier personnage sur qui il va écrire un poème en 1914. Waouh. Il y a extrêmement longtemps, bien avant la création du Hobbit, il était encore jeuneau, il avait la vingtaine, et il était chez sa grand-mère, d'ailleurs. Il passait une partie de ses... Ah non, c'est sa tante, Jeanne Néave, si vous voulez tout savoir, pendant les vacances scolaires. Et en fait, il était tout jeune. Mais il avait la vingtaine, donc il devait être à l'université, il avait quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, il a lu à l'époque un poème qui s'appelle Christ, qui est un recueil de 3 poèmes, Un Christ 2, Christ 3, de Cynewulf, qui est un poète anglais fin 17e, donc c'est à peu près 1600 et quelques, dont 2 vers du Christ 1 de Cynewulf disent, je vais d'abord le dire en vieil anglais et puis fais-toi plaisir. En français. Donc en vieil anglais, c'était « Eala Erendel engla beortast offer midangeard monum sendid ». Bien sûr. À tes souhaits. Oui, voilà. Mais vous l'avez entendu, Eala Erendel. Erendel. Et en fait, en français, ça veut dire « Salut Erendel, le plus brillant des anges envoyé aux hommes sur la terre du milieu ». Ce sont des vers de Cynewulf. Waouh. Donc carrément, Tolkien va reprendre cette idée de la terre du milieu directement de ces vers-là, de Cynewulf. Okay. Et aussi le nom d'Erendel, Elendil. Et en fait, ici, Cynewulf, Elendil, c'est une référence à Jésus-Christ, parce qu'en fait, ce sont 3 poèmes qui parlent de l'arrivée de Christ, de son ascension dans Christ 2, et puis de son retour dans Christ 3. Et donc, Elendil est
entre guillemets directement inspiré de Christ, en tout cas vient de ce poème qui parle de Jésus-Christ, de Sinewulf. C'est donc, amusant, j'aurais jamais imaginé que le Seigneur des Anneaux pouvait avoir des inspirations bibliques et christiques. C'est fou ça. Hein. On ne l'avait jamais mentionné mais- jusque-là. donc Erendil est vraiment le premier personnage que Tolkien invente. Ah, c'est fou. Et donc, inspiré par ces lignes que je viens de vous lire, il écrit le poème Le voyage d'Erendel, l'étoile du soir, qui racontait le voyage dans le ciel d'un navigateur Erendel. Et petite anecdote, il lira ce poème lors d'une, je ne sais plus exactement, mais lors d'un rassemblement de poètes. Et les gens lui demanderont, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et il ne saura pas répondre. Parce que juste, il avait une... Il avait une vision et Voilà, une ouais. sorte. Il lui est venu cette idée d'un navigateur qui aurait été dans les étoiles, de par ces vers là qui parlent de quelqu'un qui a été envoyé aux hommes par dans la terre du milieu, plus brillant des anges. Et donc voilà, c'est donc le tout premier personnage qu'il aura inventé. Et puis plus tard, après le Hobbit, quand il va commencer à créer, enfin en fait, entre le Hobbit etc, il va continuer à écrire plein de contes, plein de légendes. Et puis quand il va tout rassembler en un univers, il va en faire un personnage de son univers. Le légendarium. Voilà. Et donc, qui est Erendil dans l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu ? Mhm. Eh bien, Erendil est le fils de Tuor et Idril, Mhm. un couple mythique entre un humain et un elfe, donc c'est un demi-elfe. Il naît à Gondolin, cité légendaire, qui se fit attaquer par Morgoth lorsqu'il avait 7 ans. En fait, Maëglin, le neveu du roi Turgon, donc le roi de Gondolin, trahit la cité car Morgoth le tortura, le captura et le tortura et lui promit la main de sa cousine Idril, donc la femme de Tuor. Hein. Et, Dont il était amoureux. dont il était amoureux, exactement. Et donc lors de la bataille, Maëglin tenta de tuer Erendil, qui était le fils de Tuor et Idril, pour en fait voler Idril à Tuor, mais il fut lui-même tué par Tuor. Donc Erendil prit alors la fuite et sortit indemne de la bataille avec ses 2 parents. Ils se réfugièrent tous 3 en Arvenienne, à l'embouchure du fleuve Sirion. Plus tard, ses 2 parents, motivés par Tuor qui avait reçu l'amour de la mer par le Valar Ulmo, donc le Valar de la mer, disparurent en mer, et Erendil, devenu adulte, épousa Elwing, la fille du roi de Doriath, lui-même fils de Beren et Luthien. Donc pour vous dire, voilà, le couple un peu ultra mythique, ils sont tous les deux descendants de 2 des couples d'elfes et d'hommes. Donc Beren et Luthien étaient aussi un humain et une elfe qui se sont rencontrés, et donc ils ont... Ah, ils ont- Elwing est aussi une demi-elfe du Ouais, coup. exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, pas directement, parce que c'est son père qui est vraiment le demi-elfe, si tu veux. Ah oui, il y a Parce une que c'est- génération. en Ouais, ça, plus, Beren et Luthien sont ses grands-parents, Ouais, en ok. fait. Et donc voilà, donc Erendil épouse Elwing, la petite fille de Beren et Luthien, et ils auront alors 2 fils que vous Ah. connaissez très bien, Elrond et Elros. On l'a déjà évoqué lors d'un épisode précédent. Donc Elrond, qu'on a rencontré lors de ce chapitre-ci, est donc directement le fils d'Erendil. Alors plus tard, désireux de retrouver ses parents, il construisit un navire qu'il appela Vingilot et partit au travers des mers. Donc pour retrouver ses parents qu'il savait être partis au travers des mers. Mais à cette époque, Helvig possédait un Silmaril qui avait été arraché à Morgoth par Beren. Donc un Silmaril, c'est une des pierres elfiques légendaires qui avaient été créées par Fëanor, qui sont des pierres qui contenaient vraiment toute la beauté des elfes, et que Morgoth s'était emparé. Et Beren avait réussi à en récupérer un, il l'avait passé de génération en génération jusqu'à Helvig, enfin 2 générations en gros. Mais les fils de Fëanor, en apprenant que Helvig possédait un Silmaril, entreprirent de le récupérer et attaquèrent l'Arvenienne et massacrèrent tout le monde. Donc ça, c'est un des massacres fratricides, encore une fois, entre les Kingsley. elfes. Voilà. Gil-galad et Círdan tentèrent d'envoyer des navires pour venir en aide aux elfes attaqués, mais en vain. Helvig, elle, arrive à s'échapper en possession du Silmaril, et elle est transformée en oiseau par Ulmo, et arrive à retrouver Erendil en mer. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà évoquées dans le poème, mais Ouais. voilà. On Je- comprend un peu. Je crois qu'on dit Kirdan. Excuse-moi, d'accord. Donc voilà, donc Helvig est transformée en oiseau, elle retrouve Erendil en mer, elle reprend forme humaine et elle lui explique la situation. Et Erendil, lui, alors pense que ses fils sont morts, mais en fait ils ont été juste capturés et mis en captivité, mais ils ne sont pas morts. Mais il pense qu'ils sont morts, et il pense qu'il du coup il a plus rien à perdre, et il décide de mettre le cap encore une fois sur Aman, qu'il n'a pas réussi à trouver jusque-là, donc la terre des elfes, mais grâce au Silmaril, ou peut-être à l'intervention des dieux, on ne sait pas tellement, il trouve enfin les terres immortelles, et il arrive à convaincre les elfes de rentrer en guerre contre Morgoth,
peut-être parce que ses intentions étaient pures. Ça, en fait, il aurait dû être condamné à mort pour avoir pénétré sur, Ah oui. sur Aman sans leur autorisation, mais finalement, il arrive à les convaincre, ils sont touchés par son discours, et il les convainc de rentrer en guerre contre Morgoth. Manwë, un des Valar aussi, cependant, demande aux semi-elfes de choisir entre un destin elfe ou homme, un choix qui sera donné aussi à Elrond et Elros juste après, et Elendil et Elwick choisiront tous deux un destin d'elfe. Ensuite, le Vingilot est béni par les Valar, et il traverse la porte de la nuit, avec Elendil à son bord. Donc la porte de la nuit, c'est assez intéressant. C'est en fait, c'est à l'époque où en fait la Terre était encore plate, parce que Numénor n'avait pas encore été créé. Et il y avait la porte de la nuit et la porte du matin qui étaient. Tu veux dire la Terre était déjà plate. Enfin, moi, j'ai vu récemment des articles qui affirmaient qu'elle était plate. Ne rends pas les gens confus. Mais en gros, à ce moment-là de la Terre du Milieu, la Terre est plate, comme on l'avait expliqué lors d'un précédent épisode. Elle deviendra ronde à cause de Numénor, mais on y reviendra. Donc elle est plate à ce moment-là. Il y avait la porte de la nuit d'un côté, la porte du matin de l'autre côté. Et en fait, c'est simplement l'endroit où le soleil rentrait pour laisser place à la lune, la porte de la nuit. Et puis ensuite, il revenait par la porte du matin de l'autre côté de la Terre, tout simplement. Mais donc, Elendil, lui, passe cette porte de la nuit pour pénétrer dans le ciel. Et avec le Silmaril fixé à sa couronne, et il devient une étoile, signe d'espérance pour la Terre du Milieu. Et donc, en fait, après avoir demandé aux elfes de rentrer en guerre contre Morgoth, les elfes vont carrément vont aller en Terre du Milieu pour se battre contre Morgoth. S'ensuit une guerre les plus importantes de l'histoire, puisque, en fait, elle verra la fin de Morgoth, qui fut jeté dans le vide du monde à la fin de cette guerre, et le Beleriand fut englouti par les conséquences de cette guerre. Parce que le Beleriand, il faut savoir, on ne l'avait pas encore expliqué, mais quand vous voyez une image de la Terre du Milieu qui vous est peut-être familière aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de la Terre du Milieu de cette époque-là, parce qu'en fait, à l'ouest de la Terre du Milieu se dressait, il y avait des énormes terres, le Beleriand, qui étaient extrêmement vastes, mais toute cette terre fut ravagée et engloutie suite à cette guerre-là, qui en fait était une guerre où les Valar étaient carrément en action. Donc les Valar se battaient pour le coup aux côtés des hommes. Donc il y avait carrément des dieux qui se battaient aux côtés des hommes. et c'était tellement puissant comme guerre, il y avait tellement de gens. D'ailleurs, il est dit que l'armée de Morgoth ne pouvait pas être contenue dans une seule vallée tellement elle était immense. Ah oui, quand même. Il y avait des Balrogs, il y avait tout ce délire-là. Et des dragons aussi. Oui, du coup, je vais y venir. Et du coup, c'était tellement grand que pour vaincre Morgoth, ils ont dû carrément détruire complètement Beleriand, un continent qui s'est retrouvé englouti. Et du coup, pour revenir à ces dragons, effectivement, à la dernière bataille, la bataille de la colère, je crois, de la grande colère, Morgoth, dans un dernier geste, va envoyer ses dragons pour la première fois, alors qu'on ne les avait jamais vus. Ah oui, c'était son joker. Exactement. Ça. Et en fait, c'est Elendil qui va conduire tous les oiseaux du ciel et les grands aigles dans son bateau, dans le ciel, dans la guerre. Et il va vaincre les dragons avec son armée d'oiseaux. Et il va tuer lui-même Encalagon le Noir, qu'on avait déjà évoqué. C'était le plus grand, le plus grand des dragons, le plus fort des dragons. Je crois que j'avais vu une fois une image sur Internet, sur 9gag ou autre, où il faisait une comparaison en taille des dragons dans les œuvres de fiction. Ouais. Et tu vois ceux de Game of Thrones, puis tu vois Smaug, et puis tu voyais celui-là, Encalagon, et qui était tellement gigantesque, je crois qu'il faisait 10 fois l'envergure de Smaug. C'était quelque chose d'inimaginable. Mais du coup, voilà, pour résumer, on imagine que donc Elendil s'est retrouvé à devenir une étoile en fait dans un bateau par la grâce des Valar. Un bateau en mithril. Qu'à ce moment-là, il a réussi à convaincre tous les Valar et tous les elfes de faire la guerre contre Morgoth. Ils se sont ramenés en Beleriand, donc l'énorme terre qui était à l'ouest de la Terre du Milieu. Ils se sont battus comme des oufs, avec littéralement des dieux qui étaient à côté des hommes et des elfes. Et puis il y a une armée de dragons qui s'est ramenée. Elendil a vaincu l'armée de dragons, accompagné les oiseaux dans le ciel. Et puis là, ils ont donc vaincu Morgoth. Ils lui ont coupé les membres, d'ailleurs, et ils l'ont jeter Morgoth dans le vide, donc dans le vide de l'espace. Après, en fait, à l'extérieur d'Arda, à l'extérieur en fait, du monde, vraiment dans le vide total, en fait, à l'extérieur de la création, si on veut. Et Morgoth va être jeté par là. Et donc, voilà, ça c'est l'histoire donc d'Erendil. Et alors, petite dernière anecdote par rapport à ça. Donc, depuis, Erendil est devenu une étoile. Et d'ailleurs, je crois, qui est associé dans notre... Parce qu'on rappelle,
selon Tolkien, cette histoire est l'histoire de notre passé, de notre monde à nous, et Erendil serait de nos jours en fait Vénus. Voilà. Ok. Si vous savez. Donc si vous observez Vénus, en Qui fait, n'est pas une étoile, je rappelle. ouais, oui, une planète, mais du coup très brillante, et qui est donc nous avons Erendil encore dans notre ciel, ce serait Vénus. Et donc Erendil serait immortel dans le ciel, en train de naviguer sur son bateau, dans le but de donner de l'espoir à tout le monde. Mais attention, il est annoncé que lors du Dagorath, donc en fait dans la deuxième prophétie de Mandos qui est aussi un Valar qui a fait des prophéties, Mandos annonce qu'il y aura le Dagorath, c'est-à-dire la fin de temps, le jugement dernier, le Ragnarok. C'est vraiment d'inspiration aussi pour le coup un peu viking mais très chrétienne aussi, cette idée que en fait le mal va revenir une dernière fois, Satan va revenir une dernière fois, Morgoth va réussir Ce sera le jugement dernier aussi. En fait Morgoth va réussir à retraverser la porte de la nuit et à revenir dans le monde. Et c'est alors que, genre, en fait, il est dit, c'est vraiment un délire complet. En gros, tous les elfes vont revenir et en fait, Erendil va revenir du ciel pour se battre contre Morgoth aux côtés de plein d'elfes et surtout de Túrin. Et c'est Túrin à qui il reviendra d'abattre Morgoth une bonne fois pour toutes. Et Túrin va donc abattre Morgoth le mal une bonne fois pour toutes. Et à ce moment-là, tous les elfes vont être ramenés à la vie. Le mal n'existera plus. Et en gros, ils vont rebâtir. Je crois que les nains et tout ça vont aider à rebâtir avec les Valar la Terre du Milieu, une Terre du Milieu parfaite. Donc c'est vraiment l'idée du jugement, en fait, de l'apocalypse, quoi. Oui, l'apocalypse, de la résurrection du Christ, qui mettra fin aux souffrances en vaquant le mal, en vaquant Satan. J'attends toujours, mais... Voilà. mais donc voilà. Mais donc aussi, encore une fois, une petite parallèle entre, comme on l'a dit, vu que Erendil a été quand même directement inspiré d'un poème qui parle de Christ, et puis en fait, il aura comme mission de revenir du ciel aussi pour se battre contre le mal. Donc il y a une vraie parallèle entre Erendil et Jésus, même si elle s'arrête là, puisque c'est quand même pas Dieu incarné ni rien, et c'est pas lui non plus qui va directement abattre Morgoth, c'est Túrin, mais il va quand même venir se battre aux côtés des autres à ce moment-là. Donc voilà pour l'histoire d'Erendil, un personnage extrêmement central dans l'univers de Tolkien. C'est fou les inspirations qu'il devait avoir pour écrire son histoire, parce que moi j'ai plein d'images, même de récits, de mythes de l'Antiquité, quand il est sur son bateau et qu'il pense que ses fils sont morts. Je pense à Égée, qui pensait que son fils était mort parce qu'il n'avait pas mis la voile en revenant de son voyage. Une voile, il n'avait pas changé de voile, et du coup voyant le bateau arriver, il pensait que son fils était mort, il s'était jeté dans la mer. Il y a un peu de ça. Je ne sais pas si c'est les Amazones, je dis peut-être une connerie, donc contredisez-moi ou confirmez ce que je dis dans les commentaires, si ce n'est pas le peuple des Amazones ou d'autres peuples qui étaient particulièrement hostiles vis-à-vis des étrangers et qu'accoster sur leur territoire ou rentrer dans leur territoire pouvait être synonyme de peine de mort. Mais tu as aussi ces êtres qui se transforment en animaux, le fait aussi de choisir ton destin, entre guillemets, en tant qu'enfant de Dieu, où tu peux être un demi-dieu, par exemple Achille, qui est demi-dieu parce qu'il est l'enfant d'une mortelle et d'un dieu, et qui doit choisir s'il veut un destin de mortel, d'homme banal, ou un destin épique, mais tragique, et donc une mort jeune. Il y a plein de... ça se recoupe. Le christianisme aussi va piocher dans ces récits-là, évidemment. Le professeur... Tolkien était un spécialiste de tous ces mythes et tout ça. Donc je finis par l'oublier. Pour moi, c'était juste un linguiste, mais c'était quand même un prof d'histoire aussi. Émérite. Mais en tout cas, Erendil, personnage assez ouf. Et puis je vous invite moi à aller voir un petit peu sur sa lignée en fait, parce qu'il y a son père aussi, Tuor, Idril. C'est en général des histoires assez passionnantes et assez complètes. Enfin, je dirais peut-être pas complètes, mais qui sont assez fournies quoi. Il y a de quoi faire quoi. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. On en parle dans le Silmarillion de ça, parce que j'avais pas été aussi loin pour le voir. Bien sûr, évidemment. C'est bien détaillé. Ah oui, on parle évidemment de ça dans le Silmarillion. Et du coup. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de se rappeler que donc Elrond est carrément le fils d'une étoile. Quoi. Et genre vraiment... C'est pas une façon de parler. C'est stylé. Ils ont quand même abandonné leur gosse. Parce qu'il y avait ils pensaient qu'ils étaient morts. Ouais. Oui, d'ailleurs, ils se feront adopter, entre guillemets, par l'un des fils de Fëanor. Les deux derniers qui les ont capturés, qui sont les deux derniers en vie. Les fils de Fëanor qui ont un peu... il y a eu les Kinsley, comment tu disais en français, les régicides, les fratricides, les meurtres frères. Enfin, en tout cas,
on parle, il y a plusieurs moments de l'histoire de la Terre du Milieu où les elfes s'entretuent, et c'est souvent à cause de Fëanor. Enfin, c'est même À toujours, chaque fois, même. toujours à cause de Fëanor. Et oui, on appelle ça les... Voilà, les... En anglais, c'est les Kinsley, donc Les kin, je pensais que c'était Kin, king. Ok. oui, non, donc Bah, c'est le oui, fait de c'est- tuer les siens, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les batailles fratricides Et en français. donc oui, donc eux ils font un peu la guerre un petit peu partout, ces deux fils, et l'un d'entre eux va adopter en tout cas Elrond et Elros, mais ça on y reviendra peut-être sur une partie plus spécifique à notre Bon, cher un Elrond. épisode spécial, éventuellement. C'est la fin de cet épisode. Avec FX et Cyril, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine pour le prochain chapitre, le Conseil d'Elrond. Il y sera question de l'anneau et son destin, du sort de la Terre du Milieu et d'une communauté de l'anneau. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, questions, réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, Les Pages du Milieu, ou par mail, lespagesdumilieu@gmail.com. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Je voudrais juste rajouter un dernier petit truc parce que ma sœur et son copain sont actuellement en Nouvelle-Zélande, partis en périple, et ils vont traverser les terres des hobbits et puis la terre des rois. Et du coup, je sais que Antoine m'écoute, donc nous écoute. Et donc, si tu entends ça, c'est pour vous. Dédicace à Clotilde et Antoine. À Bon quand voyage. notre voyage Ce sera bientôt pour nous, bientôt. Ouais, ouais. Eh bien, salut à tous. À la semaine prochaine. Ciao, Merci, ciao. à bientôt.